Bienvenue sur notre chaîne consacrée aux innovations technologiques et aux ruses de guerre les plus extraordinaires de l'histoire. Aujourd'hui, nous vous révélons l'histoire fascinante de l'une des opérations de déception électronique les plus audacieuses et les plus réussies de la Seconde Guerre mondiale. Comment une équipe de scientifiques français, dirigée par un ingénieur visionnaire, réussit à créer un système révolutionnaire qui trompa complètement le réseau radar allemand et permit aux Alliés de prendre un avantage décisif dans la guerre aérienne au-dessus de l'Europe. Cette histoire authentique, longtemps classée secret défense, nous plonge dans l'univers fascinant de la guerre électronique naissante, où l'intelligence et la créativité rivalisaient avec la puissance brute pour déterminer l'issue des combats. Nous découvrirons comment une idée apparemment folle, née dans un laboratoire de fortune, révolutionna les techniques de camouflage électronique et changea le cours de la guerre aérienne. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits captivants d'innovations militaires et technologiques. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous a intrigué et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de révéler ces histoires extraordinaires de génie humain. Préparez-vous à découvrir comment une folie scientifique française devint le cauchemar du système radar allemand. Dans les laboratoires secrets de l'École supérieure d'électricité de Paris, au cœur de l'hiver 1943, l'ingénieur Marcel Beaumont travaillait fiévreusement sur ce que ses collègues appelaient ironiquement son projet fou, la conception d'un système de leurres électroniques capable de créer de fausses signatures radar si convaincantes qu'elles tromperaient les opérateurs allemands les plus expérimentés. Cette innovation révolutionnaire, née de l'observation que les radars allemands fonctionnaient selon des principes techniques prévisibles, allait transformer radicalement l'équilibre de la guerre aérienne européenne et démontrer que l'ingéniosité française pouvait rivaliser avec la technologie allemande la plus sophistiquée. Beaumont, diplômé de l'école polytechnique et ancien ingénieur chez Thomson avant la guerre, avait rejoint la résistance technique française après l'appel du 18 juin. Spécialiste des radiofréquences et passionné d'électronique, il avait rapidement compris que la supériorité aérienne allemande reposait largement sur l'efficacité de leur réseau radar, le fameux Kamm-Huber-Line, qui protégeait le territoire du Reich contre les bombardements alliés. Si nous pouvons aveugler leur radar, expliquait-il à ses collègues résistants, nous pouvons renverser l'équilibre des forces dans le ciel européen. L'idée géniale de Beaumont consistait à exploiter une caractéristique technique fondamentale des radars allemands, Würzburg et Freya. Leur incapacité à distinguer entre un signal de retour authentique provenant d'un avion réel et un signal artificiel généré par un émetteur au sol, à condition que ce signal artificiel reproduise fidèlement les caractéristiques de fréquence, d'amplitude et de délai temporel du radar ennemi. Cette vulnérabilité théorique, identifiée grâce à l'analyse de radars allemands capturés lors de raids commando, ouvrait la voie à une nouvelle forme de guerre électronique. Le système révolutionnaire conçu par Beaumont, baptisé Fantôme par l'équipe française, fonctionnait selon un principe d'une simplicité trompeuse. Des stations d'écoute dissimulées le long de la côte française captaient les signaux des radars allemands, analysaient leurs caractéristiques techniques, puis retransmettaient des échos artificiels modifiés qui créaient, sur les écrans allemands, l'illusion d'escadrilles entières d'avions alliés volant à des altitudes, vitesses et trajectoires calculées pour semer la confusion maximale dans les centres de commandement ennemis. La construction de ce système nécessitait une précision technique extraordinaire et des composants électroniques d'une qualité exceptionnelle, défi considérable dans la France occupée où les matières premières manquaient cruellement. Beaumont et son équipe furent contraints de récupérer des pièces sur des postes radiocivils réquisitionnés, de fabriquer artisanalement des tubes électroniques dans des conditions précaires, et de concevoir des circuits intégrés avec des moyens de fortune qui témoignaient de l'ingéniosité française face à l'adversité. L'équipe de développement, composée d'une douzaine d'ingénieurs et de techniciens triés sur le volet, travaillait dans des conditions de secret absolu dans les sous-sols de l'école d'électricité, transformée en laboratoire clandestin. Ces hommes, dirigés par la passion commune de servir la France par leur expertise technique, développaient non seulement les aspects purement électroniques du système, mais aussi les algorithmes de calcul nécessaires pour générer des échos radars crédibles et les protocoles de communication sécurisés entre les différentes stations du réseau. Les premiers tests du système Fantôme, effectués en mars 1943 sur des radars français d'avant-guerre récupérés et remis en état,
révélèrent des possibilités extraordinaires, mais aussi des défis techniques considérables. Les échos artificiels générés par le prototype français étaient suffisamment convaincants pour tromper les opérateurs, mais leur génération nécessitait des calculs complexes en temps réel qui poussaient les équipements de l'époque à leurs limites techniques. Cette complexité imposait un perfectionnement constant des algorithmes et des circuits. Beaumont comprit rapidement que le succès de son système dépendait non seulement de sa performance technique, mais aussi de sa capacité à s'adapter en permanence aux évolutions de la technologie radar allemande. Les ingénieurs ennemis, confrontés à des phénomènes inexpliqués, chercheraient nécessairement à modifier leurs équipements pour contrer cette nouvelle menace. Cette course technologique permanente entre mesure et contre-mesure allait caractériser toute l'histoire du projet Fantôme. L'aspect le plus révolutionnaire du système français résidait dans sa capacité à créer non pas des leurres statiques, mais des fantômes dynamiques, capables de simuler des formations d'avions en mouvement avec une crédibilité extraordinaire. Ces fausses escadrilles pouvaient apparaître sur les écrans radars allemands, évoluer selon des trajectoires cohérentes, se diviser en groupes séparés, et même simuler des manœuvres d'attaque ou d'évasion qui déclencheraient automatiquement les protocoles de défense allemands. Cette sophistication technique permettait non seulement de masquer les véritables formations alliées, mais aussi de manipuler activement les décisions tactiques allemandes en les amenant à concentrer leurs forces de chasse sur des cibles inexistantes. L'impact psychologique sur les pilotes et contrôleurs allemands serait considérable. Comment distinguer les vraies menaces des fausses quand les écrans radars ne permettaient plus de faire la différence? Cette guerre des nerfs électroniques ajoutait une dimension psychologique inédite au conflit aérien. Le financement et la logistique de ce projet ambitieux posèrent des défis considérables à la résistance française. Les composants électroniques nécessaires, quand ils étaient disponibles, coûtaient une fortune sur le marché noir. L'alimentation électrique des stations nécessitait des générateurs discrets. Le transport et l'installation des équipements dans des zones côtières fortement surveillées par l'occupant allemand exigeaient une coordination parfaite avec les réseaux de résistance locaux. Chaque aspect du projet nécessitait une planification méticuleuse et une exécution sans faille. Le développement du système Fantôme nécessitait une compréhension approfondie des caractéristiques techniques des radars allemands, connaissance que Beaumont et son équipe acquirent grâce à une opération d'espionnage technologique d'une audace remarquable. En avril 1943, un commando franco-britannique dirigé par le major Thompson et incluant 2 ingénieurs de l'équipe Fantôme réussit à s'infiltrer dans la station radar allemande de Bruneval, sur la côte normande, pour y effectuer des mesures précises et prélever des échantillons de composants électroniques qui révélèrent les secrets techniques du système de défense ennemi. Cette mission, baptisée Opération Prométhée, en référence au vol du feu divin, permit de découvrir que les radars allemands Würzburg fonctionnaient sur des fréquences plus étroites que prévues et utilisaient des codes d'identification plus simples qu'anticipés. Ces informations techniques cruciales permettaient d'optimiser considérablement le système Fantôme, en ajustant précisément ses paramètres de fonctionnement sur les caractéristiques réelles des équipements ennemis, plutôt que sur des estimations théoriques qui s'avéraient souvent erronées. L'analyse des composants capturés révéla également une vulnérabilité inattendue du système radar allemand. Les tubes électroniques utilisés dans leurs récepteurs présentaient une sensibilité particulière aux signaux de forte amplitude qui pouvaient être exploités pour créer des phénomènes de saturation temporaire. Cette découverte ouvrait la voie à une fonctionnalité supplémentaire du système Fantôme. La capacité non seulement de tromper les radars allemands, mais aussi de les aveugler temporairement par surcharge électronique. Fort de ces renseignements techniques précieux, Beaumont redessina complètement l'architecture de son système pour l'adapter aux spécificités des équipements allemands. La nouvelle version du Fantôme, développée durant l'été 1943, intégrait des générateurs de signaux spécialement calibrés sur les fréquences allemandes. Des amplificateurs capables de produire les niveaux de puissance nécessaires pour saturer les récepteurs ennemis, et surtout des calculateurs analogiques qui généraient en temps réel des échos radars d'un réalisme saisissant. Le système révisé comportait 3 types de stations spécialisées. Des stations d'écoute, chargées de surveiller en permanence les émissions radar allemandes et d'en analyser les caractéristiques, des stations de génération qui créaient les fausses signatures radar, et des stations de coordination qui synchronisaient l'ensemble du réseau pour créer des illusions cohérentes sur de vastes portions du territoire.
Cette architecture distribuée garantissait la résilience du système face aux tentatives de localisation et de destruction par l'ennemi. La station d'écoute principale fut installée dans le phare désaffecté de Pointe-du-Hoc, position stratégique qui offrait une vue dégagée sur les installations radar allemandes de la côte normande, tout en permettant une discrétion parfaite grâce à l'isolement naturel du site. Cette station, camouflée en poste d'observation météorologique, abritait les équipements d'analyse les plus sophistiqués du réseau Fantôme et servait de centre de commandement pour l'ensemble des opérations de déception électronique. Les stations de génération, dissimulées dans des fermes abandonnées, des caves d'église ou des bunkers camouflés, étaient réparties le long de la côte française selon un maillage calculé pour couvrir l'ensemble de la zone de détection des radars allemands. Chaque station, équipée d'antennes directionnelles dissimulées et d'émetteurs de forte puissance, pouvait générer simultanément les signatures de plusieurs dizaines d'avions fantômes avec des caractéristiques de vol réalistes calculées par des ordinateurs analogiques d'une sophistication remarquable pour l'époque. La coordination entre ces stations nécessitait un système de communication sécurisé et fiable, qui ne devait pas être détecté par les services de contre-espionnage allemands. Beaumont conçut un réseau de communication par faisceau hertzien ultradirectionnel qui utilisait des fréquences spécialement choisies pour ne pas interférer avec les équipements militaires allemands. Ces liaisons, d'une portée limitée mais d'une discrétion absolue, permettaient de synchroniser les opérations de l'ensemble du réseau avec une précision chronométrique indispensable. L'installation de ce réseau complexe nécessita 6 mois de travail intense et dangereux. Les équipes d'ingénieurs et de techniciens, déguisés en ouvriers agricoles ou en réparateurs de matériel électrique, travaillaient principalement de nuit pour éviter la surveillance allemande. Chaque installation était camouflée avec un art consommé. Les antennes ressemblaient à des girouettes ou à des paratonnerres. Les équipements électroniques étaient dissimulés dans de fausses cuves agricoles ou des abris de jardins anodins. Les générateurs étaient insonorisés et leur fumée d'échappement dispersée pour éviter toute détection. La formation des opérateurs constituait un défi considérable, car le fonctionnement du système Fantôme nécessitait une maîtrise technique exceptionnelle et une compréhension intuitive des tactiques aériennes allemandes. Ces hommes, recrutés parmi les meilleurs techniciens radio de la résistance et formés intensivement par l'équipe de Beaumont, devaient être capables non seulement de faire fonctionner des équipements complexes dans des conditions précaires, mais aussi de prendre des initiatives tactiques en temps réel pour adapter leur leurre à l'évolution de la situation aérienne. Les premiers tests opérationnels du système complet eurent lieu en septembre 1943, lors d'un raid de bombardement allié sur les installations portuaires de Le Havre. Pour cette première utilisation en conditions réelles, le réseau Fantôme généra les signatures d'une escadrille fictive de 40 bombardiers approchant de la côte française depuis une direction opposée à celle de la véritable attaque. Cette diversion électronique contraignit les chasseurs allemands à se diviser et réduisit d'autant la pression sur les véritables bombardiers alliés. Le succès de ce premier test dépassa toutes les espérances. Non seulement les fausses signatures radar avaient été parfaitement crédibles, mais elles avaient déclenché des réactions tactiques allemandes exactement conformes aux prévisions de Beaumont. Les chasseurs de nuit allemands s'étaient lancés à la poursuite des fantômes électroniques, permettant aux véritables bombardiers d'accomplir leur mission avec des pertes réduites. Cette validation opérationnelle transformait le projet expérimental en arme de guerre opérationnelle. L'efficacité spectaculaire du système Fantôme lors de ses premiers déploiements opérationnels attira rapidement l'attention des états-majors alliés et transforma ce projet artisanal français en priorité stratégique internationale. Le général Eisenhower lui-même, informé des résultats exceptionnels obtenus par cette innovation française, ordonna l'intégration du réseau Fantôme dans la planification des opérations aériennes alliées majeures. Cette reconnaissance au plus haut niveau militaire valida définitivement le génie technique de Beaumont et de son équipe, tout en créant de nouveaux défis logistiques et opérationnels. L'intégration du système français dans la stratégie aérienne alliée nécessitait une coordination complexe entre les centres de commandement britanniques, américains et français. Un état-major interallié spécialisé dans la guerre électronique fut créé à Londres sous la direction du brigadier Phillips, officier britannique spécialiste des télécommunications, assisté de Beaumont promu au grade de commandant et de plusieurs experts américains en radiofréquence. Cette structure trinationale devait orchestrer l'utilisation du Fantôme en synergie avec les autres systèmes de déception électronique alliés. La première opération d'envergure utilisant massivement le système Fantôme
fut planifié pour accompagner le débarquement de Normandie en juin 1944. L'objectif était ambitieux, créer l'illusion d'une invasion massive dans le Pas-de-Calais pour détourner les réserves allemandes de la véritable zone de débarquement normande. Cette opération de déception, baptisée Fortitude South Electronic, allait représenter le test ultime des capacités du réseau français et déterminer son impact réel sur l'issue de la guerre. Pour cette mission cruciale, le réseau Fantôme fut considérablement étendu et renforcé. De nouvelles stations furent installées le long de la côte du Pas-de-Calais, équipées de générateurs de signaux encore plus puissants et sophistiqués. Ces installations, déguisées en stations météorologiques ou en postes de surveillance côtière, devaient créer l'illusion d'une concentration massive de navires et d'avions dans la région de Douvres, renforçant ainsi la déception stratégique orchestrée par les services secrets alliés. Beaumont développa spécialement pour cette opération une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire, la capacité de simuler non seulement des avions, mais aussi des navires et des véhicules terrestres sur les écrans radars allemands. Cette innovation technique, basée sur l'analyse des signatures radars spécifiques à chaque type de cible, permettait de créer des illusions multidomaines d'un réalisme extraordinaire. Les opérateurs allemands voyaient ainsi apparaître sur leurs écrans une invasion amphibie massive qui n'existait que dans les circuits électroniques du système Fantôme. Les nuits précédant le D-Day furent marquées par une activité intense du réseau français. Les opérateurs, travaillant par équipe de 12 heures, généraient en continu des formations fantômes qui simulaient la concentration progressive de forces alliées massives dans le Pas-de-Calais. Ces leurres électroniques, coordonnées avec les fausses transmissions radio de l'opération Fortitude et les déploiements fictifs de matériel gonflable, créaient une illusion stratégique d'une cohérence parfaite qui trompa complètement les analystes allemands. L'impact psychologique du système Fantôme sur les opérateurs radars allemands devenait évident à travers les interceptions radio analysées par les services de renseignement alliés. Les contrôleurs ennemis exprimaient une confusion croissante face à des phénomènes qu'ils ne parvenaient pas à expliquer. Formation d'avions apparaissant et disparaissant mystérieusement, écho radar d'une intensité anormale, trajectoire de vol qui défiant les lois de la physique aéronautique. Cette déstabilisation progressive du personnel radar ennemi amplifiait l'efficacité technique du système par un effet psychologique additionnel. La nuit du 5 au 6 juin 1944 marqua l'apogée de l'utilisation du système Fantôme. Tandis que les véritables forces de débarquement approchaient discrètement des côtes normandes, les stations françaises du Pas-de-Calais généraient l'illusion d'une armada fantôme encore plus importante, convergeant vers Douvres et Calais. Cette déception électronique massive, maintenue pendant plusieurs heures critiques, contribua à retarder la réaction des réserves blindées allemandes et facilita l'établissement des têtes de pont alliées en Normandie. L'efficacité du système se mesura concrètement par les mouvements des forces allemandes. Plusieurs divisions de Panzers restèrent positionnées dans le Pas-de-Calais pendant des jours après le débarquement, attendant l'attaque principale que leur radar leur signalait imminente. Cette immobilisation d'une partie significative des réserves ennemies au moment critique de la bataille de Normandie constitua l'un des facteurs décisifs du succès allié, démontrant l'impact stratégique d'une innovation technique française née dans un laboratoire de fortune. Cependant, le succès même du système Fantôme créait de nouveaux défis. Les ingénieurs allemands, confrontés à des phénomènes inexplicables, intensifièrent leurs recherches pour comprendre et contrer cette nouvelle forme de guerre électronique. Des équipes spécialisées furent créées pour analyser les anomalies radars, de nouveaux protocoles de vérification furent mis en place, et des modifications techniques commencèrent à être apportées aux équipements de détection. Cette réaction ennemie lançait une course technologique où l'avantage français ne pourrait être maintenu qu'au prix d'innovations permanentes. Beaumont et son équipe anticipèrent cette contre-réaction allemande en développant des versions plus sophistiquées de leur système. La génération suivante du Fantôme, en développement dès l'été 1944, intégrait des algorithmes adaptatifs capables de modifier automatiquement les caractéristiques des leurs en fonction des évolutions des radars ennemis. Cette capacité d'adaptation automatique, révolutionnaire pour l'époque, préfigurait les systèmes de guerre électronique modernes et maintenait l'avantage technologique français face aux contre-mesures allemandes. L'expansion internationale du concept français
commença quand les Britanniques et les Américains demandèrent l'autorisation de reproduire le système Fantôme pour leurs propres besoins opérationnels. Des équipes d'ingénieurs alliés furent formées par Beaumont aux techniques françaises, des équipements furent construits sous licence, et des réseaux de leurres électroniques inspirés du modèle français furent déployés sur tous les théâtres d'opérations européens. Cette diffusion internationale de l'innovation française démultipliait son impact stratégique tout en validant définitivement la supériorité technique de l'approche française. L'automne 1944 marqua l'entrée du système Fantôme dans une nouvelle phase de son évolution avec le développement de capacités offensives qui transformèrent ce système défensif en véritable arme d'attaque électronique. Beaumont, conscient que la simple tromperie ne suffirait plus face aux contre-mesures allemandes de plus en plus sophistiquées, conçut une version révolutionnaire du système capable non seulement de créer de fausses signatures radar, mais aussi de saturer complètement les récepteurs ennemis et de les rendre temporairement inutilisables lors d'opérations critiques. Cette évolution offensive nécessitait une puissance électronique considérablement supérieure à celle des premières versions du système. Les nouveaux émetteurs, conçus en collaboration avec les ingénieurs britanniques de la Telecommunication Research Establishment, développaient des niveaux de puissance qui dépassaient de 100 fois ceux des équipements précédents. Ces super-émetteurs, alimentés par des générateurs spécialement développés, étaient capables de saturer les radars allemands sur des distances de plus de 200 km, créant des zones d'aveuglement électronique, temporaires mais totales. L'installation de ces nouveaux équipements ultra-puissants posait des défis logistiques considérables. Chaque super-émetteur nécessitait des antennes de grande dimension qui ne pouvaient plus être dissimulées discrètement, des alimentations électriques de plusieurs centaines de kilowatts qui nécessitaient des générateurs de la taille d'un camion, et des systèmes de refroidissement sophistiqués pour éviter la surchauffe des tubes électroniques. Ces contraintes techniques imposaient l'installation des nouvelles stations dans des sites isolés et facilement défendables. La première station, Fantôme McIntyre, installée dans une ancienne mine de fer abandonnée près de Verdun, fut opérationnelle en octobre 1944. Cette installation souterraine, parfaitement camouflée et protégée contre les bombardements, abritait 6 super-émetteurs capables de fonctionner simultanément sur différentes fréquences pour saturer l'ensemble du spectre radar allemand. L'antenne, déguisée en château d'eau industriel, pouvait orienter son faisceau dans toutes les directions pour couvrir un secteur de 180 degrés. Les premiers tests opérationnels de cette nouvelle capacité eurent lieu lors de l'offensive alliée en Alsace-Lorraine en novembre 1944. Pour cette opération, baptisée Blackout électronique, les stations Fantôme MK3 créèrent une zone d'aveuglement radar de 150 km de profondeur qui permit aux escadrilles alliées d'opérer pendant 6 heures consécutives sans être détectées par la défense allemande. Cette domination électronique temporaire facilita considérablement les missions d'appui aérien rapproché et de bombardement tactique. L'impact de cette nouvelle capacité sur la défense aérienne allemande fut catastrophique. Les général-majors Kammhuber et Schmidt, responsables du système radar allemand, rapportaient dans leurs communications interceptées une paralysie technique inexplicable de leurs équipements de détection. Les contrôleurs allemands, privés brutalement de leurs moyens de surveillance, ne pouvaient plus diriger efficacement leurs chasseurs de nuit, transformant les raids alliés en missions de routine plutôt qu'en combats incertains. Cette supériorité électronique française inspirait également le développement de nouvelles tactiques aériennes alliées. Les planificateurs militaires britanniques et américains intégraient désormais systématiquement les capacités du Fantôme dans leurs opérations, programmant des fenêtres d'aveuglement pendant lesquelles leur formation pouvait opérer en toute impunité. Cette coordination entre guerre électronique et tactique aérienne préfigurait les doctrines militaires modernes où la domination du spectre électromagnétique conditionne le succès des opérations conventionnelles. Cependant, l'utilisation massive des super-émetteurs français créait des effets collatéraux inattendus qui révélaient la puissance extraordinaire de ces équipements. Les émissions de forte puissance perturbaient non seulement les radars allemands, mais aussi les communications radio civiles, les équipements de navigation, et même certains systèmes électroniques alliés insuffisamment protégés. Ces dommages collatéraux électroniques nécessitaient une coordination minutieuse entre tous les utilisateurs du spectre électromagnétique. L'effet psychologique de ces pannes mystérieuses sur le personnel technique allemand était considérable et amplifié par la propagande nazie elle-même. Ne pouvant admettre la supériorité technique ennemie,
Les autorités allemandes attribuaient ces dysfonctionnements à des sabotages de l'intérieur ou à des armes secrètes bolcheviques, créant un climat de suspicion et de paranoïa qui dégradait encore davantage l'efficacité du système de défense. Cette guerre psychologique indirecte démultipliait l'impact de la guerre électronique française. Beaumont développa également des applications spécialisées de son système pour des missions particulières. Le Fantôme anti-flak, version spécialement adaptée, pouvait saturer les radars de conduite de tir de l'artillerie anti-aérienne allemande, rendant inefficaces les tirs dirigés contre les bombardiers alliés. Cette protection électronique des formations aériennes réduisait significativement les pertes alliées et permettait des missions de bombardement de précision précédemment impossibles à réaliser. La reconnaissance internationale du génie de Beaumont atteignit son apogée quand Winston Churchill lui-même rendit visite aux installations françaises en décembre 1944. Le Premier ministre britannique, accompagné de ses conseillers scientifiques, fut impressionné par la sophistication technique du système français et par l'impact stratégique de cette innovation. « Messieurs, déclara Churchill à l'équipe française, vous avez créé une nouvelle forme de guerre qui change la nature même des combats aériens. L'histoire retiendra votre contribution à la victoire alliée. Cette reconnaissance politique s'accompagnait d'un soutien logistique et financier considérable des alliés qui permirent d'accélérer encore le développement du système. Des crédits illimités furent alloués au projet Fantôme. Des ingénieurs britanniques et américains furent détachés auprès de l'équipe française, et des équipements de pointe furent mis à disposition pour développer des versions encore plus performantes. Cette coopération internationale transformait le laboratoire artisanal de Beaumont en centre de recherche de niveau mondial. Les succès répétés du système français inspirèrent également le développement de contre-mesures allemandes de plus en plus sophistiquées. Les ingénieurs du Reich travaillaient fébrilement à modifier leurs radars pour les rendre moins vulnérables aux interférences, développaient de nouveaux algorithmes de filtrage pour distinguer les vrais échos des faux, et concevaient des systèmes de détection alternatifs moins sensibles aux brouillages électroniques. Cette course technologique permanente entre mesure et contre-mesure caractérisait cette nouvelle forme de guerre scientifique. Le début de l'année 1945 confronta le système Fantôme à son défi le plus redoutable. L'apparition des premières contre-mesures allemandes vraiment efficaces développées par l'équipe du docteur Hans Weber, brillant ingénieur de Telefunken qui avait finalement percé le secret des leurres électroniques français. Weber avait conçu un système de radar à impulsion codée qui utilisait des séquences de signaux complexes impossibles à reproduire sans connaître la clé de codage, rendant inefficaces les techniques de leurrage conventionnelles du Fantôme. Cette riposte technique allemande, déployée en urgence sur les installations radars les plus sensibles du Reich, menaçait de rendre obsolète l'avantage électronique français, qui avait contribué de manière décisive aux succès alliés depuis 1943. Beaumont et son équipe se trouvaient confrontés à un défi technique d'une complexité sans précédent. Comment tromper des radars qui utilisaient des codes secrets, changeant en permanence selon des algorithmes que les Français ne connaissaient pas? La réponse de Beaumont à ce défi fut d'une audace technique extraordinaire. Plutôt que d'essayer de décrypter les codes allemands, il développa un système de leurrage adaptatif capable d'analyser en temps réel les caractéristiques des nouveaux radars allemands et de générer automatiquement des signaux de leurrage appropriés. Cette innovation révolutionnaire, baptisée Fantôme auto-adaptatif, utilisait les premiers calculateurs électroniques français pour résoudre en quelques secondes des équations complexes qui auraient nécessité des heures de calcul manuel. Le développement de ce système nécessitait des calculateurs d'une puissance inédite pour l'époque. Beaumont s'associa avec l'équipe du professeur Couffignal, qui développait à Paris les premiers ordinateurs français. Cette collaboration entre spécialistes de guerre électronique et pionniers de l'informatique donna naissance à des machines hybrides électroniques mécaniques d'une sophistication extraordinaire qui préfigurait les supercalculateurs militaires de l'après-guerre. Le prototype du système auto-adaptatif fut testé en février 1945 contre les nouvelles installations radar allemandes de la ligne Siegfried. Les résultats dépassèrent toutes les espérances. Non seulement le système français parvenait à tromper les radars codés allemands, mais il le faisait avec une efficacité supérieure aux versions précédentes du Fantôme. Cette victoire technique française dans la course aux armements électroniques redonnait aux Alliés un avantage décisif dans la guerre aérienne des derniers mois du conflit.
L'impact de cette nouvelle supériorité française se manifesta dramatiquement lors des bombardements stratégiques de mars 1945 contre les centres industriels allemands. Protégés par le fantôme auto-adaptatif, les formations de bombardiers lourds alliés opéraient avec des pertes réduites de 70% par rapport aux missions précédentes. Cette efficacité exceptionnelle permit d'intensifier considérablement la campagne de bombardement et d'accélérer l'effondrement de l'économie de guerre allemande. Les répercussions stratégiques de cette domination électronique française dépassaient largement le cadre purement militaire. Les renseignements interceptés révélaient que l'état-major allemand, conscient de sa vulnérabilité face aux leurres français, modifiait ses tactiques de défense aérienne en privilégiant les systèmes visuels et acoustiques au détriment des détections radars. Cette adaptation forcée réduisait considérablement l'efficacité de la défense allemande, particulièrement pendant les missions nocturnes où la détection visuelle était impossible. La reconnaissance internationale du génie français atteignit son paroxysme quand les équipes britanniques et américaines demandèrent l'autorisation de reproduire intégralement le système auto-adaptatif pour leurs propres besoins. Cette demande de transfert de technologie, inhabituelle dans le sens France vers alliés anglo-saxons, témoignait de la supériorité technique française dans ce domaine spécialisé et confirmait que l'innovation pouvait naître en dehors des grandes puissances industrielles traditionnelles. Beaumont accepta ce transfert de technologie à condition que la France conserve un rôle de leadership dans le développement futur des systèmes de guerre électronique alliés. Cette exigence aboutit à la création d'un centre interallié de guerre électronique, installé à Paris et dirigé par Beaumont lui-même. Cette institution, unique en son genre, coordonnait les recherches françaises, britanniques et américaines dans le domaine de l'électronique militaire, préfigurant les coopérations technologiques de l'après-guerre. Le développement du système auto-adaptatif révélait également les potentialités civiles extraordinaires de ces technologies militaires. Les calculateurs développés pour la guerre électronique trouvaient des applications dans la météorologie, l'économie et la recherche scientifique. Les techniques de traitement du signal mises au point pour tromper les radars allemands ouvraient la voie à la télévision haute définition, aux communications spatiales et à l'informatique moderne. Cette double nature militaire-civile des innovations françaises annonçait les révolutions technologiques de la seconde moitié du XXe siècle. L'équipe de Beaumont travaillait déjà sur des concepts encore plus révolutionnaires. Radars invisibles, utilisant des longueurs d'onde inédites, systèmes de communication quantique inviolables, calculateurs utilisant l'intelligence artificielle pour optimiser automatiquement les performances des leurres électroniques. Ces projets futuristes, bien qu'interrompus par la fin de la guerre, influencèrent durablement l'orientation de la recherche technologique militaire française et établirent les bases scientifiques de la force de dissuasion nucléaire française de l'après-guerre. L'efficacité extraordinaire du système fantôme auto-adaptatif contribua directement à raccourcir la durée de la guerre en rendant impossible toute défense aérienne efficace du territoire allemand. Les derniers mois du conflit virent l'aviation alliée opérer avec une liberté d'action totale au-dessus de l'Allemagne, situation qui accéléra l'effondrement militaire et psychologique du Reich. Cette domination aérienne, rendue possible par l'innovation française, fut l'un des facteurs décisifs de la victoire alliée et démontra l'impact stratégique que peut avoir une supériorité technologique ponctuelle mais bien exploitée. La fin de la guerre en Europe, en mai 1945, marqua paradoxalement le début de la phase la plus secrète et la plus influente de l'histoire du système fantôme. Les puissances alliées, conscientes de l'importance stratégique de cette technologie révolutionnaire dans le contexte de la guerre froide naissante, classifièrent immédiatement tous les aspects du projet français au niveau ultra-secret et organisèrent le transfert discret de Beaumont et de son équipe vers des installations ultra-sécurisées où ils pourraient développer les applications futures de leur invention sans risque d'espionnage soviétique. Cette transition vers une recherche militaire de temps de paix nécessitait une réorganisation complète du programme français. Le nouveau Centre national de recherche en guerre électronique, officiellement rattaché au CNRS, mais financé secrètement par les budgets militaires français, britanniques et américains, s'installait dans un complexe souterrain ultramoderne construit sous la forêt de Fontainebleau. Cette installation, d'une superficie de plusieurs hectares, abritait les laboratoires les plus sophistiqués d'Europe et employait près de 500 ingénieurs et techniciens triés sur le volet. Beaumont, promu au grade de colonel et nommé directeur scientifique de ce centre d'exception,
orientait désormais ses recherches vers les applications de la guerre électronique dans le contexte de la dissuasion nucléaire. L'objectif était ambitieux: développer des systèmes capables de rendre inefficaces les défenses anti-aériennes soviétiques pour garantir la crédibilité de la force de frappe nucléaire française en cours de développement. Cette mission stratégique transformait le génial bricoleur de 1943 en architecte de la sécurité nationale française. Les nouveaux défis techniques dépassaient largement ceux de la guerre contre l'Allemagne. Les radars soviétiques, développés avec l'aide des scientifiques allemands capturés en 1945, utilisaient des technologies plus avancées que celles qu'avait affrontées le Fantôme original. De plus, l'URSS développait ses propres systèmes de guerre électronique, créant une course technologique permanente où l'avantage pouvait basculer d'un jour à l'autre, selon les innovations de chaque camp. La réponse française à ces nouveaux défis fut le développement du Fantôme stratégique, système de 3e génération, capable non seulement de tromper les radars ennemis, mais aussi de perturber l'ensemble des communications et systèmes de guidage adverses. Cette capacité de guerre électronique totale permettrait, en cas de conflit, de paralyser complètement le système de commandement et de contrôle soviétique, transformant une guerre nucléaire potentielle en victoire française par chaos technique. Le développement de ce supersystème nécessitait des avancées fondamentales dans tous les domaines de l'électronique avancée. L'équipe de Beaumont développa les premiers transistors de puissance français, conçut des circuits intégrés d'une complexité inédite, et surtout créa les premiers systèmes informatiques spécialisés capables de traiter en temps réel des quantités colossales d'informations électromagnétiques. Ces innovations, développées pour des besoins militaires spécifiques, révolutionnèrent progressivement l'ensemble de l'industrie électronique française. L'impact économique de ces recherches militaires dépassait largement leur objectif initial. Les brevets déposés par l'équipe française dans le domaine de l'électronique avancée généraient des royalties considérables qui autofinançaient en partie le programme de recherche. Plus important encore, ces technologies duales trouvaient des applications civiles révolutionnaires: télévision couleur, ordinateur personnel, système de navigation par satellite, télécommunications intercontinentales. Le fantôme militaire engendrait une révolution technologique civile. La coopération internationale initiée pendant la guerre se poursuivait et s'approfondissait dans le cadre de l'OTAN naissante. Le Centre français devenait le laboratoire de référence de l'Alliance Atlantique pour tous les aspects de la guerre électronique, position qui conférait à la France une influence stratégique disproportionnée par rapport à sa taille. Cette expertise française en matière de guerre électronique compensait partiellement l'infériorité numérique de l'Europe occidentale face au bloc soviétique. Beaumont dirigeait également des programmes de coopération avec l'industrie privée française pour développer les applications commerciales de ces innovations militaires. Les entreprises Thomson, Alcatel et Dassault bénéficiaient de transferts technologiques qui leur permettaient de conquérir des parts de marché mondiales dans les secteurs de pointe. Cette synergie entre recherche militaire et développement industriel plaçait la France à l'avant-garde de la révolution électronique mondiale et préparait son leadership futur dans l'aéronautique et les télécommunications. Les applications spatiales des technologies fantômes ouvraient des perspectives encore plus révolutionnaires. Les systèmes de communication et de navigation développés pour la guerre électronique trouvaient des utilisations naturelles dans le programme spatial français naissant. Les premiers satellites français, lancés dans les années 1960, utilisaient des technologies directement dérivées des recherches de Beaumont, établissant la France comme puissance spatiale majeure grâce aux innovations militaires de la Seconde Guerre mondiale. Cette évolution vers des applications de plus en plus sophistiquées nécessitait le recrutement et la formation de nouvelles générations d'ingénieurs spécialisés. Beaumont créa la première école française d'ingénieurs en guerre électronique, institution unique en Europe qui formait l'élite technologique française et attirait des étudiants du monde entier. Cette école, officiellement rattachée à l'école polytechnique mais fonctionnant de manière autonome, devenait le vivier des cadres techniques de la défense française et de l'industrie électronique nationale. Les succès techniques et stratégiques du programme français inspiraient également d'autres pays à développer leurs propres capacités de guerre électronique. L'Italie, l'Allemagne fédérale et même certains pays neutres comme la Suisse sollicitaient l'expertise française pour développer leurs propres systèmes. Cette diffusion contrôlée de la technologie française renforçait l'influence de Paris tout en créant un marché d'exportation lucratif pour l'industrie électronique française. Les années 1950 virent le système Fantôme
évolué vers des applications qui dépassaient largement son objectif militaire initial pour influencer le développement de l'ensemble de la société française de l'après-guerre. Les technologies développées par l'équipe de Beaumont trouvaient des applications révolutionnaires dans des domaines aussi variés que la médecine, l'agriculture, l'urbanisme et l'éducation, démontrant que les innovations militaires pouvaient engendrer des révolutions civiles aux conséquences imprévisibles et durables. En médecine, les techniques de traitement du signal développées pour analyser les écho-radars furent adaptées pour créer les premiers scanners médicaux français. Ces appareils, capables de visualiser l'intérieur du corps humain sans intervention chirurgicale, révolutionnèrent le diagnostic médical et placèrent la France à l'avant-garde de l'imagerie médicale mondiale. L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, équipé du premier prototype, devint un centre de référence international qui attirait des médecins du monde entier. Dans l'agriculture, les radars développés par l'équipe Fantôme furent adaptés pour créer les premiers systèmes de météorologie de précision capables de prévoir les conditions climatiques locales avec une précision inédite. Ces radars météo permettaient aux agriculteurs français d'optimiser leur culture, d'anticiper les intempéries et d'augmenter significativement leur rendement. Cette révolution agricole contribua directement à faire de la France la première puissance agricole européenne. L'urbanisme français bénéficiait également des innovations du projet Fantôme, à travers le développement des premiers systèmes de gestion automatique du trafic urbain. Les techniques de coordination développées pour synchroniser les leurres électroniques furent adaptées pour optimiser la circulation automobile dans les grandes villes. Paris devint ainsi la première capitale mondiale équipée d'un système de feu de signalisation intelligent qui s'adaptait automatiquement à l'intensité du trafic. Dans le domaine de l'éducation, les calculateurs développés pour la guerre électronique furent adaptés pour créer les premiers systèmes d'enseignement assistés par ordinateur. Ces machines, installées dans plusieurs universités françaises, permettaient aux étudiants d'accéder à des ressources pédagogiques interactives révolutionnaires pour l'époque. Cette innovation plaçait l'enseignement supérieur français à l'avant-garde de la révolution informatique éducative. L'industrie française dans son ensemble bénéficiait de cette diffusion des technologies fantômes. Les techniques de production en série développées pour fabriquer rapidement les équipements électroniques militaires furent adaptées à la production de biens de consommation. Les entreprises françaises développaient ainsi un avantage concurrentiel décisif dans les secteurs électroniques émergents. Électroménager, hi-fi, télévision, calculatrices électroniques. Cette révolution technologique française attirait l'attention internationale et faisait de la France un modèle de développement technologique. Des délégations de scientifiques et d'industriels du monde entier venaient étudier le miracle français de la conversion militaire civile. Le gouvernement français exploitait habilement cette attractivité pour renforcer son influence diplomatique et commerciale, particulièrement dans les pays en développement qui cherchaient des modèles de modernisation technologique. Beaumont lui-même devenait une figure emblématique de cette réussite française. Promu général et nommé conseiller scientifique du président de la République, il inspirait la politique technologique française et orientait les investissements de recherche nationaux. Sa vision d'une France technologique indépendante et innovante influençait directement les grandes orientations stratégiques nationales. Programme nucléaire, programme spatial, développement de l'informatique française. Cette influence de Beaumont dépassait largement les frontières françaises. Invité régulièrement comme conférencier dans les universités et centres de recherche internationaux, il diffusait la philosophie française de l'innovation technologique et inspirait une nouvelle génération de chercheurs mondiaux. Ses écrits sur la convergence militaire-civile devenaient des références universitaires étudiées dans le monde entier. Le succès économique des applications civiles du fantôme générait des ressources financières considérables qui autofinançaient en partie la recherche militaire française. Cette autonomie financière relative permettait à la France de mener des programmes technologiques ambitieux sans dépendre entièrement des budgets publics, créant un cercle vertueux d'innovation et de rentabilité qui renforçait la position technologique française. Cette réussite inspirait également d'autres secteurs de la recherche française. Les laboratoires pharmaceutiques, aéronautiques et chimiques adoptèrent les méthodes de l'équipe Fantôme pour accélérer leurs propres innovations. Cette diffusion méthodologique créait un écosystème d'innovation français particulièrement efficace qui plaçait le pays à l'avant-garde de plusieurs révolutions technologiques simultanées.
L'impact social de cette révolution technologique était considérable. L'émergence d'une industrie de pointe créait des emplois hautement qualifiés qui transformaient le profil socio-économique français. Une nouvelle classe de techniciens et d'ingénieurs spécialisés apparaissait, modifiant les structures sociales traditionnelles et créant une société française plus moderne et plus technique. Cette transformation sociale s'accompagnait d'évolutions culturelles profondes. La France développait une culture de l'innovation et de l'excellence technique qui influençait l'ensemble de la société. L'enseignement scientifique était valorisé, la recherche devenait un secteur attractif pour les jeunes talents, et l'innovation technologique était perçue comme un facteur de prestige national. Cette évolution culturelle préparait la France aux défis technologiques des décennies suivantes. L'héritage du projet Fantôme dépassait donc largement son impact militaire initial pour transformer durablement la société française. Cette conversion réussie d'une innovation militaire en révolution civile démontrait que la recherche de défense pouvait être un moteur de développement économique et social, leçon qui influencerait durablement les politiques publiques françaises en matière de recherche et développement. L'entrée dans les années 1960 marqua l'apogée de l'influence internationale du système Fantôme et de ses dérivés, période pendant laquelle les innovations françaises en guerre électronique atteignirent une maturité technique qui leur permettait de dominer tous les systèmes concurrents mondiaux. Cette supériorité technologique française, construite sur 15 années de développement continu depuis les premiers leurres artisanaux de 1943, plaçait la France en position de leader mondial incontesté dans un domaine stratégique crucial pour l'équilibre des forces de la guerre froide. La quatrième génération du système Fantôme, déployée en 1961, intégrait des capacités révolutionnaires qui transformaient complètement la nature de la guerre électronique. Ces nouveaux équipements, utilisant les premiers circuits intégrés français et des ordinateurs de traitement du signal en temps réel, pouvaient simultanément analyser, classifier et contrer des centaines de radars ennemis différents avec une efficacité proche de 100%. Cette performance exceptionnelle rendait obsolètes tous les systèmes de défense aérienne existants et créait un avantage stratégique français considérable. L'exportation contrôlée de versions dégradées du système Fantôme vers les alliés de la France générait des revenus considérables qui autofinançaient intégralement la recherche française tout en créant une dépendance technologique des pays clients. L'Allemagne fédérale, l'Italie, l'Espagne et même la Grande-Bretagne acquéraient des systèmes français pour équiper leurs forces armées. Situation paradoxale où d'anciennes puissances technologiques dépendaient des innovations françaises pour leur sécurité nationale. Cette domination commerciale française s'étendait également aux pays en développement qui voyaient dans la technologie française une alternative aux équipements américains ou soviétiques. L'Inde, le Brésil, l'Argentine et plusieurs pays africains signaient des contrats d'équipement et de formation qui diffusaient l'expertise française sur tous les continents. Cette expansion internationale créait un réseau d'influence technologique française qui renforçait la position diplomatique de Paris. La coopération avec l'industrie spatiale naissante ouvrait des perspectives encore plus révolutionnaires. Les technologies de Fantôme étaient adaptées pour équiper les premiers satellites de communication et d'observation français, créant des capacités de renseignement et de communication spatiale qui placèrent la France au niveau des superpuissances. Le programme spatial français, largement financé par les profits de la guerre électronique, permettait à la France de développer une autonomie stratégique remarquable. Beaumont, désormais reconnu comme l'un des scientifiques français les plus influents du XXe siècle, orientait ses recherches vers des concepts futuristes qui préfiguraient les technologies du XXIe siècle. Ces équipes travaillaient sur des systèmes de guerre électronique utilisant l'intelligence artificielle, des communications quantiques inviolables et des radars utilisant des principes physiques révolutionnaires. Ces recherches fondamentales placèrent la France à l'avant-garde de la révolution scientifique mondiale. L'impact de ces innovations sur l'industrie française était spectaculaire. Les entreprises nationales d'électronique, stimulées par les transferts technologiques militaires, conquéraient des parts de marché mondiales dans tous les secteurs de pointe. Thomson développait les premiers ordinateurs commerciaux français, Alcatel révolutionnait les télécommunications, Dassault créait les avions de combat les plus sophistiqués du monde. Cette synergie entre recherche militaire et industrie civile faisait de la France une puissance technologique majeure. Cette réussite technologique transformait également la perception internationale de la France.
Longtemps considéré comme un pays traditionnel attaché à ses valeurs culturelles classiques, la France devenait symbole d'innovation et de modernité technologique. Cette évolution d'image renforçait considérablement l'influence française dans les relations internationales et attirait vers Paris les talents scientifiques mondiaux. La formation de nouvelles générations d'ingénieurs français spécialisés dans les technologies de pointe créait un vivier de compétences unique en Europe. Les écoles d'ingénieurs françaises, réorganisées selon les méthodes développées par Beaumont, produisaient des diplômés recherchés dans le monde entier. Cette excellence éducative française dans les domaines techniques renforçait la position concurrentielle nationale et créait un cercle vertueux d'innovation et de formation. L'influence du modèle français inspirait également d'autres pays à développer leur propre politique de recherche militaire orientée vers les applications civiles. Le modèle fantôme de conversion technologique était étudié et imité dans de nombreux pays qui y voyaient une stratégie efficace de développement technologique national. Cette diffusion du modèle français multipliait indirectement l'influence française sur l'évolution technologique mondiale. Les retombées sociales de cette révolution technologique française étaient considérables. L'émergence d'une société française technologique avancée transformait les modes de vie, créait de nouveaux emplois qualifiés et modifiait les structures sociales traditionnelles. La France développait une culture de l'innovation qui influençait tous les secteurs de la société et préparait le pays aux défis de la révolution informatique naissante. Cette transformation sociale s'accompagnait d'une évolution des mentalités françaises vers une plus grande confiance dans la capacité nationale d'innovation. La réussite du projet Fantôme et de ses dérivés démontrait que la France pouvait rivaliser avec les superpuissances dans les domaines les plus sophistiqués, conviction qui nourrissait l'ambition française d'indépendance technologique et stratégique. L'héritage durable du système Fantôme dépassait donc largement son objectif militaire initial pour transformer la France en puissance technologique moderne. Cette métamorphose, amorcée par l'innovation d'un ingénieur visionnaire pendant la Seconde Guerre mondiale, influençait encore les orientations stratégiques françaises décennies plus tard et démontrait le potentiel révolutionnaire de l'innovation technologique quand elle est soutenue par une vision à long terme et des moyens adéquats. Les années 1970 marquèrent l'entrée du système Fantôme dans sa phase de maturité technologique ultime, période où les innovations françaises atteignirent un niveau de sophistication qui dépassait largement leurs objectifs militaires originaux pour influencer l'ensemble de la révolution informatique et électronique mondiale. Cette évolution transformait définitivement l'héritage de Beaumont d'innovation militaire spécialisée en fondements technologiques de la société moderne, démontrant que les percées scientifiques peuvent avoir des conséquences imprévisibles et durables qui transcendent leur contexte initial. La 5e génération du système, développée sous la direction du successeur de Beaumont, l'ingénieur Philippe Moreau, intégrait les premiers microprocesseurs français et des algorithmes d'intelligence artificielle rudimentaires qui permettaient une adaptation automatique aux évolutions technologiques ennemies. Cette capacité d'auto-évolution technologique, révolutionnaire pour l'époque, préfigurait les systèmes adaptatifs modernes et plaçait la France à l'avant-garde de l'informatique militaire mondiale. L'impact commercial de ces innovations dépassait désormais largement le secteur militaire pour transformer l'industrie française dans son ensemble. Les techniques de traitement numérique du signal développées pour la guerre électronique trouvaient des applications révolutionnaires dans l'industrie musicale. Premier synthétiseur numérique français. L'industrie automobile, systèmes électroniques embarqués, et même l'industrie textile, métier à tisser programmable. Cette polyvalence technologique démontrait la valeur universelle des innovations françaises. La création du premier réseau informatique français interconnectant les centres de recherche militaires et civils préfigurait l'Internet moderne et plaçait la France parmi les pionniers de la révolution des télécommunications. Ce réseau Cyclade, inspiré des techniques de communication développées pour coordonner les systèmes Fantôme, influençait directement le développement des protocoles de communication, qui allaient devenir les standards mondiaux d'Internet. Cette contribution française à l'infrastructure informatique mondiale démontrait l'impact durable des innovations militaires sur la société civile. L'exportation des technologies dérivées du Fantôme vers les secteurs civils créait un écosystème industriel français unique en Europe. Les entreprises nationales développèrent des produits révolutionnaires qui conquéraient les marchés mondiaux, calculatrices électroniques, systèmes de navigation automobile, équipements médicaux de pointe, systèmes de gestion automatisés. Cette diversification technologique transformait la France en puissance industrielle moderne,
capable de rivaliser avec les États-Unis et le Japon dans les secteurs de haute technologie. L'influence scientifique française rayonnait désormais bien au-delà du domaine militaire. Les universités françaises attiraient des étudiants du monde entier venus étudier les technologies de l'information, l'électronique avancée et l'informatique. Cette attractivité éducative créait un réseau d'influence intellectuelle française qui diffusait les concepts et méthodes français dans tous les pays développés. Les anciens étudiants français occupaient des positions clés dans l'industrie mondiale et maintenaient des liens technologiques privilégiés avec la France. La reconnaissance internationale du génie français culminait avec l'attribution du prix Nobel de physique à Beaumont en 1978 pour ses contributions révolutionnaires au développement de l'électronique moderne et ses applications pacifiques. Cette consécration scientifique suprême validait définitivement l'importance historique des innovations françaises et plaçait Beaumont au panthéon des grands scientifiques du XXe siècle aux côtés d'Einstein, de Curie et de Planck. L'héritage technologique du projet Fantôme influençait également le développement de la force de dissuasion nucléaire française, les systèmes de guidage des missiles balistiques français, les communications sécurisées des sous-marins nucléaires et les systèmes de commandement stratégique utilisaient des technologies directement dérivées des recherches de guerre électronique de Beaumont. Cette filiation technologique garantissait à la France une indépendance stratégique unique en Europe et validait la vision de Beaumont d'une France technologiquement autonome. La transformation de la société française sous l'influence de ces innovations technologiques était spectaculaire. L'émergence d'une économie de la connaissance créait de nouveaux métiers, modifiait les structures sociales traditionnelles et transformait les modes de vie. La France développait une société post-industrielle avancée qui servait de modèle aux autres pays européens engagés dans leur propre révolution technologique. Cette évolution sociale s'accompagnait d'une transformation culturelle profonde. La France redécouvrait une confiance dans ses capacités d'innovation et développait une culture de l'excellence technique qui influençait tous les secteurs de la société. Cette fierté technologique nationale nourrissait l'ambition française de leadership européen et mondial dans les secteurs de pointe, ambition qui guidait les politiques publiques françaises de recherche et développement. L'analyse rétrospective des 35 années écoulées depuis les premiers leurres artisanaux de 1943 révélait l'extraordinaire pouvoir transformateur de l'innovation technologique. Une idée folle née dans un laboratoire de fortune avait engendré une révolution qui touchait tous les aspects de la vie moderne: communication, informatique, électronique, automatisation, intelligence artificielle. Cette démonstration empirique de l'impact de la recherche fondamentale sur le développement économique et social influençait durablement les politiques scientifiques nationales. L'équipe originale de Beaumont, dispersée dans l'industrie, l'université et l'administration, continuait à diffuser les méthodes et l'esprit d'innovation du projet Fantôme. Ces héritiers spirituels du système créaient de nouvelles entreprises, dirigeaient des laboratoires de recherche et formaient des générations d'ingénieurs qui perpétuaient la tradition française d'excellence technologique. Cette continuité humaine garantissait la pérennité de l'héritage du Fantôme, bien au-delà de ses applications techniques immédiates. L'influence internationale du modèle français inspirait d'autres pays à développer leur propre stratégie d'innovation basée sur la synergie entre recherche militaire et applications civiles. Ce modèle Fantôme de développement technologique était étudié et adapté dans de nombreux pays qui y voyaient une méthode efficace pour accélérer leur modernisation industrielle. Cette diffusion du modèle français multipliait indirectement l'influence française sur l'évolution technologique mondiale et démontrait la valeur universelle des innovations françaises. L'entrée dans les années 1980 marqua la transition du système Fantôme vers son héritage final, période où cette innovation française de la Seconde Guerre mondiale achevait sa transformation d'arme de guerre en fondement de la révolution numérique mondiale. Cette métamorphose spectaculaire, qui voyait une technologie militaire artisanale devenir le socle de l'économie de l'information moderne, illustrait parfaitement la capacité des innovations de transcender leur contexte initial pour influencer durablement l'évolution de la civilisation humaine. L'analyse historique de l'impact du projet Fantôme révélait des chiffres impressionnants qui mesuraient concrètement l'ampleur de cette révolution technologique française. Plus de 2000 brevets avaient été déposés par les équipes françaises dans tous les domaines de l'électronique avancée, générant des royalties qui se chiffraient en milliards de francs
et autofinançait intégralement la recherche française de pointe. Ces innovations avaient directement créé plus de 500 000 emplois hautement qualifiés en France et influencé la création de millions d'emplois dans le monde entier. L'industrie française, stimulée par 40 années d'innovation continue, issue du projet Fantôme, occupait des positions de leadership mondial dans de nombreux secteurs stratégiques. Thomson était devenu un géant mondial de l'électronique. Alcatel dominait les télécommunications internationales. Dassault révolutionnait l'aéronautique avec ses systèmes électroniques embarqués. Et de nombreuses PME françaises conquéraient des niches technologiques mondiales grâce aux retombées du programme. Cette transformation industrielle faisait de la France la troisième puissance technologique mondiale derrière les États-Unis et le Japon. L'influence éducative française rayonnait désormais sur tous les continents grâce aux universités et écoles d'ingénieurs qui avaient adopté les méthodes pédagogiques développées par Beaumont. Ces institutions formaient chaque année des milliers d'ingénieurs qui diffusaient dans leur pays d'origine les concepts et techniques français, créant un réseau d'influence intellectuelle française unique au monde. Cette école française d'innovation technologique était reconnue et imitée internationalement. La contribution française au développement de l'informatique mondiale était désormais officiellement reconnue par la communauté scientifique internationale. Les algorithmes de traitement du signal développés pour le Fantôme étaient enseignés dans toutes les universités du monde. Les architectures de processeurs inspirées des calculateurs français équipaient la majorité des ordinateurs mondiaux, et les protocoles de communication dérivés du projet français constituaient l'épine dorsale d'Internet naissant. Cette reconnaissance internationale se matérialisait par de nombreuses distinctions scientifiques accordées aux héritiers de Beaumont. Philippe Moreau recevait la médaille d'or du CNRS, Jean Dumont était élu à l'Académie des sciences américaines, et plusieurs ingénieurs français recevaient des prix internationaux prestigieux pour leur contribution à l'électronique moderne. Cette excellence scientifique française validait définitivement l'approche innovante du projet Fantôme. L'impact géopolitique de ces innovations françaises transformait également la position internationale de la France. L'indépendance technologique acquise grâce au projet Fantôme permettait à la France de mener une politique étrangère autonome, de développer des partenariats technologiques avec tous les pays du monde et de jouer un rôle de médiateur technologique entre les superpuissances. Cette influence française, basée sur l'excellence scientifique plutôt que sur la puissance militaire, préfigurait un nouveau modèle de diplomatie technologique. La transformation de la société française sous l'influence de ces innovations était spectaculaire et irréversible. L'émergence d'une économie numérique avancée créait une société de l'information où la France occupait une position de leader européen. Cette modernité technologique transformait tous les aspects de la vie française: éducation, santé, transport, communication, loisirs. La France devenait un modèle de société technologique, avancée, étudiée et imitée par de nombreux pays. L'héritage culturel du projet Fantôme influençait également l'évolution des mentalités françaises. La réussite de cette innovation née d'une idée folle validait l'importance de la créativité, de l'audace intellectuelle et de la persévérance dans la recherche scientifique. Cette culture de l'innovation transformait l'approche française de la recherche et du développement, encourageant les projets les plus ambitieux et les plus risqués. Cette évolution culturelle préparait la France aux défis technologiques du XXIe siècle. La transmission intergénérationnelle de cet héritage technologique était assurée par les institutions créées par Beaumont et ses successeurs. Les centres de recherche, les écoles d'ingénieurs et les laboratoires industriels perpétuèrent les méthodes et l'esprit d'innovation du projet original. Cette continuité institutionnelle garantissait que les leçons du Fantôme continueraient à inspirer les futures générations de chercheurs et d'ingénieurs français. L'analyse prospective des évolutions technologiques révélait que l'influence du projet Fantôme continuerait à se manifester dans les décennies futures. Les concepts de guerre électronique développés par Beaumont inspiraient déjà les recherches sur la cybersécurité, l'intelligence artificielle et les communications quantiques. Cette continuité thématique démontrait la pertinence durable des intuitions scientifiques originales du projet français. La reconnaissance posthume de Marcel Beaumont atteignait son apogée avec la création de la Fondation Beaumont, institution internationale dédiée à la promotion de l'innovation technologique et du transfert de technologies militaires vers les applications civiles. Cette fondation, financée par les royalties des brevets français et soutenue par de nombreux pays,
perpétuait la vision de Beaumont d'une science au service du progrès humain et de la paix mondiale. L'histoire du système fantôme se concluait ainsi sur un paradoxe saisissant. Une innovation conçue pour tromper et détruire était devenue un moteur de vérité scientifique et de création économique. Cette transformation démontrait que le génie humain peut transcender ses objectifs initiaux pour contribuer au progrès de l'humanité, leçon d'espoir qui valide l'importance de la recherche fondamentale et de l'innovation technologique dans l'évolution des sociétés modernes. L'héritage ultime de cette astuce folle de 1943 était donc infiniment plus riche et plus durable que ses concepteurs n'auraient jamais pu l'imaginer. En trompant les radars allemands, Beaumont et son équipe avaient involontairement posé les bases de la révolution numérique qui transformerait le monde entier. Démonstration éclatante que les plus grandes révolutions naissent souvent des innovations les plus inattendues et les plus audacieuses.